4 mois après les discours du chef de l'État congolais sur l'état de la nation prononcé le 30 décembre 2017, discours dans lequel Denis Sassou Nguesso réitérait ses propos sur la rupture, mais aussi lançait un mot d'ordre pour la lutte accrue contre les antivaleurs, la majorité présidentielle réunie le 4 avril dernier annonce son engagement d'accompagner sans faille les démarches du gouvernement allant dans ces sens. Pourquoi alors avoir attendu pendant 4 mois? Comment la majorité présidentielle attend-elle mettre en œuvre sur terrain sa démarche? Bref, va-t-on là vers une sorte de véritable opération main propre au Congo-Brazzaville? Autant des questions à l'ordre du jour de cette émission, votre magazine Presse Tribune, qui aujourd'hui sera entièrement consacré à cette question. Et pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour la première fois dans cette émission M. Arnaud Ndinga Makanda. Il est député, membre du secrétariat permanent du PCT. M. Arnaud Ndinga Makanda, bienvenue dans ce plateau de Presse Tribune. Bonjour. Voilà, et nous avons Alphonse Ndongo, il est journaliste. Toujours un plaisir de vous recevoir dans Presse Tribune. Merci. Chroniqueur politique chez les Patriotes, vous l'avez compris, il s'agit d'Ernest Dimi. Ernest Dimi, bienvenue. Bonjour Sergio. Alors lui c'est Giscard Maungu, il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui et il est, vous le savez, donc chef de service politique à DRTV International. Giscard Maungu, bienvenue sur ce plateau. Merci et bonjour à toi Sergio. Merci beaucoup, vous l'avez compris mesdames et messieurs, c'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Presse Tribune. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, comme veut la règle de cette émission, on commence par les faits d'actualité qui auront marqué nos invités. Là, pour les faits de l'actualité, je donnerai la parole à M. Arnaud Ndinga Makanda. Vous avez certainement suivi l'actualité. Qu'est-ce qui va marquer pour vous l'actualité cette semaine? Bien, merci. Je voudrais commencer par vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui et de partager avec vous une question d'actualité. Parlons de l'actualité, effectivement, le contexte l'exige. Pour moi, le fait qui aujourd'hui, pour moi, ce qui est important dans l'actualité, c'est la venue dans notre pays du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international vient nous trouver dans un contexte que nous savons. Le gouvernement est en train de négocier avec le Fonds monétaire international pour chercher les voies et moyens au redressement de notre économie nationale. Donc pour moi, nous avons longtemps attendu le Fonds monétaire international. C'est donc un bon signe que le Fonds monétaire soit dans nos murs et nous pouvons donc attendre de ces négociations des lendemains meilleurs. Merci beaucoup, M. Ndinga Makanda. Alphonse Ndongo. Oui, je vais également embrayer sur ce que vient de dire M. Arnaud. Moi, c'est justement la reprise des négociations entre les autorités congolaises et, n'est-ce pas, celle du Fonds monétaire international. On sait très bien que la machine s'est quelque peu grippée entre-temps, on ne sait pas pour quelle raison, parce que le dossier du Congo était censé passer au conseil d'administration du Fonds monétaire international en février dernier, vers la fin du mois de février dernier. Il n'en a été rien. Et pour plusieurs raisons, parce que je pense que les autorités congolaises ont un peu traîné dans le cadre des recommandations que le FMI leur avait faites lors de son récent séjour chez nous. Et donc là, je pense quand même les choses sont enclenchées avec la restructuration de la dette auprès de Glencore, Trafigura. Je pense qu'une équipe s'est rendue récemment à Paris avec l'aide de la Banque Lazare. Et là aussi, je crois qu'une autre équipe s'est rendue à Beijing parce que une bonne partie du stock de la dette du Congo est justement détenue par la Chine. Donc, ce qui, à mon humble avis, je pense que ce ne sera pas le last but not least. C'est-à-dire que là, il y a encore d'autres exigences, il y a encore des choses qu'il va falloir faire. Il faut qu'on y aille parce que sans l'aide du FMI, nous ne pouvons pas bénéficier, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas soigner la qualité de notre signature pour pouvoir lever des fonds auprès de la Banque mondiale qui a du cash et de la Banque africaine de développement. On a bien compris votre fait d'actualité. Ernest Dimi. Moi, l'actualité de cette semaine, c'est enfin, je suis heureux de constater, comme tous les Congolais d'ailleurs, et peut-être le reste du monde aussi, qu'au Congo, enfin, le pouvoir public tient à cœur
la personne du journaliste et qui l'accompagne dans les honneurs à sa dernière demeure. Je prends appui sur ce que nous avons vécu avec le décès de notre confrère Pierre Delmas Péné. On a vu la mobilisation des hautes autorités de la République. On a vu tout ce qui a été organisé tout autour de sa personne et on a compris enfin que les journalistes ne sont pas aussi orphelins qu'on le croit. Mais j'aurais plutôt aimé que cela se fasse un peu dans la discrétion. C'était devenu comme un spectacle, comme un théâtre. Parce que chaque soir, les journaux de la télévision nationale étaient consacrés pratiquement à un sujet qui ne faisait pas pourtant la fête. Et j'ai toujours été pour que si il y a un drame, si on va pleurer avec quelqu'un, qu'on le fasse dans la discrétion. C'est comme quand vous apportez un secours à quelqu'un, on ne peut pas emmener les caméras. Mais j'aurais aussi aimé, de la même façon que cela s'est passé pour Pierre Delmas Péné, qu'on n'attende pas que quelqu'un meure pour le faire. Nous avons aujourd'hui des grands journalistes qui ont travaillé avec des ministres qui, depuis 1997, sont en fonction, mais qui aujourd'hui croupissent dans leur maison. Je fais allusion par exemple à Salvador Mongo-Ondan, qui est en train de mourir dans la maison à petit feu. Mais personne, je dis bien personne, alors qu'on sait qu'il a travaillé avec des grands hommes de ce pays, et on attend, j'ai horreur d'attendre le dernier jour quand il sera mort, pour qu'on réalise des directs et tout ça. Merci beaucoup. On va donc terminer avec Jusqu'à Mambou. Moi, le fait de la semaine, c'est un peu ce qui se passe au niveau des douanes. Depuis quasiment une année aujourd'hui, on est à 11 mois. Les douanes congolaises sont paralysées parce qu'il y a 3 directions qui sont carrément barricadées, 3 directions centrales qui sont carrément barricadées. Et ce sont des directions assez stratégiques pour le fonctionnement de la douane et ça n'émeut personne, ça ne pousse personne à prendre la décision. Ce sont des syndicalistes qui ont barricadé cette direction et même lorsque le Premier ministre donne des instructions le 31 janvier pour que ces syndicalistes puissent rouvrir ces portes, rien ne se fait et tant mieux qu'on parle sur ce plateau, on parlera des antivaleurs parce que au moment où le Congo est en train de chercher des niches financières et que la douane c'est une grosse mamelle financière et que 11 mois aujourd'hui les douanes congolaises sont totalement, je vais dire comme ça, paralysées et personne jusque-là qui en fait mention. C'est comme si c'était une situation normale, c'est comme si c'était un jeu vidéo, personne ne va mourir, personne ne sera affecté, quoi. Merci beaucoup. Il s'agira bien évidemment d'ailleurs des antivaleurs qu'on va évoquer tout de suite dans cette émission Presse Tribune. On va parler, vous le savez, je l'ai annoncé au début de cette émission, de la rentrée politique de la majorité présidentielle, rentrée marquée par la déclaration de cette plateforme politique, donc sur la rupture annoncée par le chef de l'État, la lutte contre les antivaleurs, avec plusieurs engagements. Mais avant de laisser place au débat, regardons plutôt la déclaration, comme ça permettra à nos téléspectateurs de se faire une bonne idée de ce que nous allons dire tout à l'heure. Déclaration de la majorité présidentielle à l'occasion de sa rentrée politique ce 4 avril 2018. Les partis et associations de la majorité présidentielle se sont réunis ce jour, 4 avril 2018, au Palais des Congrès de Brazzaville, sous l'autorité de M. Pierre Ngolo, président par intérim de la majorité présidentielle, à l'occasion de leur rentrée politique 2018. À cette occasion, les partis et associations de la majorité présidentielle ont apprécié la situation nationale à la lumière du message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 30 décembre 2017. Dans ce message, le chef de l'État a réitéré ses orientations sur la rupture et a instruit le gouvernement sur l'urgence des actions à mener en vue du redressement de l'économie nationale, la préservation de la paix et de l'unité nationale et la lutte contre les antivaleurs.
les partis et associations de la majorité présidentielle soutiennent sans réserve les orientations du chef de l'État et sont déterminés à accompagner cette entreprise salutaire de redressement économique et social, de préservation de la paix, de l'unité nationale et de lutte contre les antivaleurs. De même, les partis et associations de la majorité présidentielle apportent leur soutien indéfectible aux démarches entreprises par le gouvernement auprès du Fonds monétaire international en vue de trouver les voies et moyens permettant à notre pays de sortir de la crise économique et financière actuelle. Les partis et associations de la majorité présidentielle rappellent qu'il appartient aux institutions habilitées à réprimer la corruption, la concussion, la fraude, le trafic d'influence, le vol, le laxisme et tout autre comportement blâmable de prendre leurs responsabilités. Les partis et associations de la majorité présidentielle sont convaincus que la rupture annoncée par le chef de l'État n'est pas un vain mot, encore moins un simple slogan, mais un mot d'ordre pour l'amélioration de la gouvernance en privilégiant le droit. Les partis et associations de la majorité présidentielle appellent leurs militants et sympathisants, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à soutenir la mise en œuvre, sans délai et sans faille, par le gouvernement des instructions du chef de l'État. Les partis et associations de la majorité présidentielle demandent que soit traduite devant les juridictions compétentes toute personne, sans distinction aucune, quel que soit son rang et sa sensibilité politique, coupable d'avoir commis des faits répréhensibles dans l'exercice de ses responsabilités à n'importe quel échelon de la hiérarchie sociale, économique et administrative et à l'écarter de toute gestion de la chose publique. Les partis et associations de la majorité présidentielle réaffirment leur ferme soutien à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, garant des institutions. Les partis et associations de la majorité présidentielle saluent la bonne exécution de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités signé le 23 décembre 2017 à Kinkala entre les représentants du gouvernement et ceux de M. Frédéric Binsamo. Les partis et associations de la majorité présidentielle se félicitent du retour progressif de la paix, de la libre circulation des personnes et des biens dans le département du Poul. Ils demandent à tous les citoyens d'œuvrer pour une paix durable et véritable. Enfin, les partis et associations de la majorité présidentielle appellent le peuple congolais à la vigilance en cette période difficile propice aux manipulations de toutes sortes. Fait à Brazzaville le 4 avril 2018, la majorité présidentielle. Vous l'avez suivi donc la déclaration de la majorité. Monsieur Arnaud Ndinga-Makanda, vous faites partie de la majorité présidentielle. Tout de suite, la question vient comme ça. C'est 4 mois après. Pourquoi avoir attendu 4 mois après pour réagir? Bien, pour nous, nous n'avons pas attendu 4 mois. La majorité, vous le dites bien, il s'agit là d'un groupement de partis politiques. Dans la majorité présidentielle, il y a plusieurs partis politiques et associations. Mais les partis ont réagi depuis le premier jour. Nous pensons, le Parti congolais du travail, par exemple, dès le soir même du message du chef de l'État, donc le 30 décembre 2017, a fait une déclaration appuyant les prescriptions, les directives du chef de l'État. Après, et ça c'était le 30 décembre, après il y a eu le 13 janvier, à l'occasion des échanges de vœux avec les militants, le camarade secrétaire général du Parti congolais du travail a engagé tous les militants et sympathisants du parti dans la lutte justement contre les antivaleurs et les comportements de viande. Pas plus tard que le 21 mars, le secrétariat permanent a rencontré les parlementaires du Parti congolais du travail pour leur dire justement de travailler dans ce sens.
Parce que vous vous rappelez, dans le message du chef de l'État, il avait fait allusion justement aux parlementaires. Il disait qu'il n'a jamais empêché aux parlementaires d'utiliser les outils qu'ils ont, notamment l'enquête parlementaire, par exemple, pour chasser, vous voyez, les malfaiteurs, les malfrats. Ensuite, vous savez au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le Parti congolais du travail, disons les partis de la qui sont majoritaires là-bas. Et donc, vous avez entendu lorsque à l'ouverture des sessions et même à la clôture, on en a eu 2 après. On parle toujours justement de ça. Et puis les relais, je voudrais ajouter que pour ce qui nous concerne, le Parti congolais du travail, les relais ont été pris par nos comités à Talangai, à Wenze, à Ndjiri, vous voyez, et on a tenu le discours pour d'abord attirer l'attention non seulement de nos militants, mais des populations, pour dire que ces questions sont capitales. Le problème des antivaleurs, c'est une gangrène dans notre pays. Exactement. Et lorsque... je vais vous interrompre pour donner la parole aux autres. On va y revenir parce que vous évoquez là des questions qui sont très importantes. On en parlera dans cette émission. Et comme ça, jusqu'à Marungu, vous avez suivi. La majorité n'a pas attendu, mais c'est plutôt ce qui semble être perçu au niveau de la population et notamment les partis, l'opposition. Selon vous, cette intervention maintenant, parce que si on en croit, on a suivi les PCT réagir depuis longtemps, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus, cette intervention de la majorité, cette déclaration? Je vais peut-être surprendre l'autre là, mais je crois que c'était maladroit pour la majorité de faire une telle déclaration. C'est comme si avant, la majorité présidentielle comprenait un peu la situation des antivaleurs et puis un jour elle a décidé d'y mettre fin, d'accompagner un peu le chef de l'État. Ça devait couler de source. Les antivaleurs, on peut pas pour un jour venir devant les militants pour dire bon. Mais il faut rester dans le contexte. Hein. C'est dans le contexte. Je suis d'accord parce que je le dis pourquoi ouais. Parce que le discours du chef de l'État, ce n'est pas seulement le 30 novembre. 30 décembre. Le 30 décembre, pardon, excusez-moi. Vous vous souvenez qu'en 2009, en août 2009, le président de la République avait appelé les Congolais à laisser choir les comportements déviants. Ouais. Ce sont les antivaleurs. Donc, 7 ans après, que la majorité présidentielle puisse regrouper ses membres pour essayer un peu d'accompagner le discours du chef de l'État, alors qu'en 2009, il y avait déjà ce discours-là, et on n'a pas vu grand monde, derrière ça. Alphonse, donc ce serait peut-être pas le cas, parce que bon, le FMI, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, M. Arnaud Ndingamakanda a fait mention de cela. Est-ce qu'on peut dire finalement la majorité justement a compris que maintenant que le FMI est dans nos murs, il fallait quand même faire un petit geste? Est-ce que c'est pas ça pour vous? Bon, on peut bien se poser des questions. C'est vrai que là, on est dans un cas de coïncidence. On peut se poser la question de savoir pourquoi avoir attendu autant de mois. C'est vrai que M. Arnaud Ndinga nous dit que depuis fort longtemps, il y a quand même le PCT qui est monté au créneau pour fustiger, n'est-ce pas, cette façon dont ses membres, ou bien les membres de la majorité se comportent dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Mais on peut tout de même se demander, est-ce qu'il fallait attendre qu'une mission du FMI arrive dans nos murs pour pouvoir se fendre d'un communiqué aux allures un peu spectaculaires? Parce qu'il ne s'agit pas, à mon humble avis, de faire du spectacle. On n'est pas dans un théâtre. Il s'agit d'accompagner le chef de l'État à travers, n'est-ce pas, des signaux très forts. On voit souvent le PCT monter au créneau lorsqu'il s'agit de changer la constitution dans ce pays. Moi, j'ai assisté à un meeting monstre au boulevard Alfred Raoul. On se serait attendu aussi également que le PCT nous fasse preuve de cette démonstration de mobilisation dont il a toujours fait preuve dans les grands moments pour vraiment accompagner le chef de l'État. Mais il me semble, enfin, vu de ma rédaction de journaliste, je n'ai pas trop senti Monsieur Arnaud nous dit ici. Peut-être que ça se passait à huis clos, un peu comme dans le cadre de ce qu'on appelle au Sénégal partie cabine téléphonique, c'est-à-dire que ça se passe par téléphone, mais
on aurait bien voulu que le PCT soit vraiment présent, et je ne sais pas, est-ce que c'est un problème d'indiscipline au sein du parti, parce que vous avez des gens aujourd'hui qui sont commis à de hautes responsabilités, qui vous disent, de toute façon, moi je ne suis pas là grâce au PCT. D'accord. On va y revenir, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va terminer en fait cette mise en trait. On parlait du côté de la forme, avant de parler du fond du message. Et voilà, c'est la forme. Vous, Ernest Dimy, vous l'avez certainement suivi et vous avez vu dans quelle manière cela a été fait. Pour vous pensez que c'était le moment opportun? Moi, je crois, partant de ce qui a été dit dans le passé, hein, je prends référence de 2009, par rapport à la lutte contre les antivaleurs, c'est un peu comme dans la presse. Hein. Alors, tant qu'un problème persiste, on doit en parler. Oui. Voilà. Sinon, on n'aurait pas organisé cette tribune pour dire, parlons encore des antivaleurs. On en a parlé dans le passé. On continue à en parler parce que ça continue de résister. Et puis, ça atteint des proportions qui inquiètent. Donc, pour moi, il ne s'agit même pas, contrairement à ce que peut insigné Alphonse ici. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas d'une histoire spectaculaire. Il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais nous allons constater aussi que le PCT n'a fait qu'une déclaration. Mais avant la déclaration de la majorité présidentielle, alors il y a quelques signaux qui sont donnés au niveau des institutions qui ont en charge la gestion un peu de la discipline économique. Donc, moi, je crois que si la mission du Fonds monétaire international arrive et que le communiqué coïncide avec ça, raisonner de la sorte, ça nous renvoie un peu à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas payé les salaires parce qu'on crée l'origine de l'argent, ceci, c'est là, passé le Fonds monétaire va voir. Non. Moi, je crois que le PCT ou la majorité a tout son temps de prendre la forme et de prendre le fond qu'il donne à un message qu'il veut faire passer. Que ce soit dans un meeting, que ce soit dans une déclaration, je crois que le PCT et la majorité ont dû étudier alors le canal qui atteint le plus la cible de la population. Donc, ou même le moment qu'il fallait tirer. Alors, mais il fallait quand même me laisser. Oui, on va y revenir parce qu'il faut qu'on entre dans le fond du sujet. On n'a qu'une heure, donc on va bien gérer notre temps. On aurait pu avoir sur ce plateau un membre de l'UPADS, vous le savez, principal parti de l'opposition. Mais bon, selon le premier secrétaire donc de ce parti, qui est d'ailleurs l'opposant numéro 1 de la majorité, il nous a fait savoir qu'ils attendent de voir la majorité, parce que la majorité parle aujourd'hui. Eux, ils ont déjà parlé bien avant, mais maintenant, ils vont d'abord patienter un mois, voir comment ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont déclaré. Et voilà pourquoi on va en parler de ce que vous avez déclaré. Quand on voit la déclaration ici, il est dit que la majorité va soutenir de manière indéfectible donc les chefs d'État, le gouvernement, et avec la négociation avec le FMI, on en parlait tout à l'heure, et vous demandez également que l'État puisse traduire sans délai et sans faille ces actions de lutte. D'ailleurs, vos populations et membres et sympathisants traduire sans faille donc la lutte contre les antivaleurs en action. Alors, quand vous dites cela, vous savez bien que le FMI a donné certaines exigences au gouvernement, notamment l'audit. Et vous êtes prêt pour appuyer ces audits, les audits du gouvernement et des grandes sociétés, par exemple? Bien sûr, le gouvernement a choisi de négocier avec le FMI parce que le pays se trouve dans une situation difficile. Et nous avons mis en place un budget de crise et ce budget nous exige beaucoup d'énergie. Nous devons donc travailler pour que nous puissions équilibrer, restaurer les équilibres et budgétaires et même macroéconomiques. Alors, c'est un grand travail. Nous attendions le FMI. Et tout de suite, mon confrère à côté disait, est-ce une coïncidence avec la déclaration? Ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes dans notre démarche. Nous travaillons, nous avons un programme. Mais nous attendions le FMI avant ça. Il a essayé d'expliquer, selon lui, pourquoi le FMI serait venu tout au moins en retard, mais je pense que nous sommes dans une logique de négociation. Il faut que de part et d'autre, les partenaires parlent, s'entendent, recherchent les informations dont on a besoin pour atteindre les objectifs, et c'est ça qui est très important. Donc, ce que nous faisons, quand nous disons nous soutenons le gouvernement, oui,
Vous avez suivi le message du chef de l'État? Dès le premier jour, le PCT a dit qu'il soutient le message du chef de l'État et le programme de crise, le programme que le gouvernement est en train de mettre en œuvre maintenant, et nous devons nous jeter à l'eau. Voilà pourquoi nous sommes en train de tenir nos troupes tout le temps. Mais vous devez savoir que le problème de la lutte contre les antivaleurs ne s'arrête pas seulement à la répression, parce que ce que les gens attendent, et le gouvernement le fait déjà, c'est essayer de voir nos compatriotes qui ont géré les fonds de l'État et qui, parce qu'aujourd'hui nous disons que notre crise n'est pas seulement due à la baisse du prix de baril, mais aussi due à la mauvaise gouvernance, donc essayons de voir tous les éléments qui concouraient à la mauvaise gouvernance pour les extirper et faire que nous ayons une gestion saine. Mais le problème de la lutte contre les antivaleurs, ça va plus loin. Je vous ai dit que c'était une gangrène dans notre société. Donc il y a des problèmes d'éducation. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont peut-être compromis dans ce que nous imaginons, mais il ne faut pas penser que ceux qui sont à côté, s'ils étaient là, ils auraient dû ouvrir, puisque c'est une maladie. Cherchons donc à extirper cette gangrène de notre société, et pour cela, vous voyez, la lutte, elle est plus large que ce que nous attendons. On a visé certaines personnes, et on pense que il faut qu'on désigne le nom de Ndinga Makanda pour qu'on peut... Non, le problème est plus grand. D'accord. Est-ce que vous avez les sentiments, c'est lui qui peut répondre, que le PCT a le moyen, parce que quand ils parlent de soutien, est-ce qu'ils ont le moyen et la volonté d'aller plus loin que ce que nous voyons ici, c'est-à-dire qu'un soutien véritable, notamment s'il s'agirait des enfants issus de la majorité présidentielle? Le PCT est comptable de la gestion de la chose publique, et le PCT est tenu d'accompagner le discours du chef de l'État. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était maladroit, la déclaration de... Oui, mais ça vous l'avez dit. Oui, non, oui, voilà, justement, parce que justement, le PCT, depuis le premier jour, devait s'aligner, j'allais dire, avec le président de la République. La question, c'est, en les disant maintenant, prenons la majorité, est-ce que vous voyez le PCT capable? Il faut que le discours du PCT puisse être vérifié sur le terrain, parce que on sait aussi que comme c'est le PCT qui gère la plupart des portefeuilles dans notre pays, je parle de la gouvernance, et il faut que le PCT ait le courage de dire à son camarade du PCT que là vous avez fauté et que vous devez répondre à cela. C'est vrai que j'ai suivi la déclaration faite par M. Missatou, mais il reste que le PCT puisse véritablement mettre le pied sur l'étrier pour que le Congolais puisse faire la corrélation entre le discours du PCT et les actions sur le terrain. Ils ont aussi parlé, là c'est demander à la justice de pouvoir donc sévir en bien précisant, sans aucune distinction d'échelon ou d'appartenance politique. Ernest Demy, est-ce que là on n'a vraiment pas passé le cap qu'il fallait pour croire finalement à la bonne foi de la majorité présidentielle quand ils exigent que cela soit fait sans tenir compte de l'appartenance politique? Bon, moi je crois qu'il faut faire une distinction sereine entre ce que la majorité peut dire, parce qu'il faut qu'on confonde la majorité avec le PCT, et ce qui se fait sur le terrain. Nous voyons, on a vu quelques signes, on en a déjà parlé ici, que la justice n'a pas attendu la déclaration de la majorité pour travailler. Mais la justice aussi a son rythme de travail. Nous avions sur ce plateau dit à un moment qu'il ne fallait pas que... vont vous contredire en disant qu'on ne voit rien sur le plan judiciaire depuis que le président parlait ou depuis qu'on parle des antivaleurs. C'est là où je vais rejoindre Alphonse Dongo, parce que les Congolais aiment le spectacle. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez vous informer, mener une enquête à la maison d'arrêt, mener une enquête à la DGST, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes insoupçonnées qui ont un gabarit politique lourd, économico-financier très lourd également, mais qui, à défaut d'être pris par rapport à leur degré de compromission, mais défilent pour donner quelques détails sur leur gestion ou la complicité des crimes qui sont soupçonnés ou pour lesquels on les reprocherait. Moi, je crois qu'il faut plutôt dire ceci, et nous l'avions déjà dit sur ce plateau, que
Au Congo, il y a environ une vingtaine d'institutions de contrôle de la gestion de l'État. Quand l'Amir Nguele, à la commission de lutte contre la concussion, la fraude et tout ça, a publié son rapport et déposé les conclusions chez le procureur de la République, on avait voulu qu'il étende ça à tous les départements qui ont eu à gérer le pays et qu'il revoie les échéances ou les niveaux de début de ces enquêtes. Parce qu'il ne s'agit pas parce que on veut aller très vite et faire plaisir à certaines personnes ou à certaines institutions qui vous demandent de faire de l'autopsie de votre gestion. Alors, de prendre seulement Dimi qui vient d'arriver aux affaires ou Maungo qui vient d'arriver. Non. Mais quand on dit pour que ce problème réussisse, pour que cette lutte prenne corps et soit accompagnée par tous les Congolais, il ne faudrait pas que ça soit perçu comme une chasse aux sorcières, c'est-à-dire exclusivement à ceux qui ont géré le Congo de 2008 à 2015. Je vais vous arrêter là. Merci beaucoup. Je vais vous arrêter là pour donner la parole à Ndongo. Justement, vous parlez de ces questions. D'ailleurs, dans la déclaration, il ressort que la majorité demande donc aux institutions chargées de faire, notamment la lutte contre la corruption, eh bien, de faire leur travail. Mais déjà, on a vu, Monsieur Dimi l'a souligné tout à l'heure, un rapport sorti, mais pourquoi, par exemple, la majorité qui est au niveau du Parlement ne s'est jamais saisie de ces questions pour utiliser l'arme qu'ils ont, les députés, notamment la motion de censure conformément à l'article 160 de la Constitution? Bon, je pense qu'il y a une réelle difficulté de faire le distinguo entre le parti dominant qui est le PCT au sein de la majorité au pouvoir et l'exécutif. Et même ceux qui sont également au niveau du législatif. C'est quasiment des camarades, je pense, qui appartiennent au même moule politique. Ça pose un véritable problème. D'ailleurs, moi, je me dis, est-ce qu'il fallait attendre que le président se fende de ses discours du 30 décembre dernier? Le PCT aurait déjà pu faire ce travail bien avant. C'est-à-dire que le PCT m'aide à l'époque par Feno Mazalaï, ou bien à l'époque quand il y avait les Tister Chikaya ou Ndalagraï. Bref, je pense que c'est des choses qui auraient déjà pu faire l'objet, n'est-ce pas, des discussions en interne. Bon, si le président en parle, c'est certainement parce qu'il se rend compte que la machine politique sur laquelle il doit se reposer ne fait pas son travail. Bon, le PCT vient toujours un peu comme... Bon, il y a ce problème qui me gêne un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, qui va crier aux voleurs? Je m'excuse, entre guillemets, parce que chacun bénéficie encore de la présomption d'innocence. On est un peu dans ce cas de figure. Je prends la Bible, pas comme un livre, enfin, pas en tant que chrétien, je ne vais pas vexer les musulmans ou les athées, mais comme un livre de sagesse. Jésus-Christ, qui était devant une femme accusée d'avoir été infidèle, et s'est mis à écrire à même le sol, et les pharisiens, il les a regardés droit dans les yeux pour dire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur la femme. Alors, si on est dans ce cas de figure, qui va dire à son frère, camarade du parti, qu'écoute, tu sais, tu es quand même, tu es coupable de prévarication. Vous entendre parler, c'est comme si vous nous dites que toute la classe politique, au niveau notamment de la majorité, et il y a des soupçons sur eux des corruptions. Je pourrais être le prophète de malheur pour dire que tout le monde est coupable de prévarication, je ne l'ai pas dit, mais quand même, ça saute aux yeux lorsqu'on sait que on a l'impression que depuis que la lutte est engagée dans la lutte contre les antivaleurs ou contre la malgouvernance, c'est un peu les voleurs de poules qui sont, n'est-ce pas, exposés, tandis que les voleurs de cabris, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais les voleurs, je dis pas d'éléphants, mais des défenses d'éléphants, parce que l'éléphant, on peut le tuer, mais c'est les défenses qui sont plus importantes. On a l'impression que eux ne sont nullement inquiétés, et alors, on attend voir le Parti congolais du travail à l'œuvre. Et je m'excuse de chuter par là. Je trouve que dans un État moderne, puisque nous sommes un État à orientation démocratique,
il y a ce qu'on appelle le principe de séparation du pouvoir reconnu par Montesquieu. Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. On n'a même pas besoin que des gens d'un parti politique se réunissent, fussent-ils, n'est-ce pas, de la majorité au pouvoir du parti dominant, pour dire on doit appuyer le chef de l'État. La justice devrait avoir ce qu'on appelle autosaisine, c'est saisir les problèmes, et c'est lorsque ça bloque au niveau de l'hémicycle, parce que quelqu'un serait nanti d'un mandat des députés, c'est en ce moment que le parti intervient pour, comme on a vu en France avec l'affaire Clearstream, n'est-ce pas, par exemple. D'ailleurs, on a vu ça dans d'autres pays, les opérations main propre. Aujourd'hui, ça saute à la une. D'ailleurs, le président du Sénat, qui est par ailleurs secrétaire général du Parti congolais du travail, revient là-dessus dans ses discours. Et maintenant, c'est ça là où ça pose quand même problème, parce que vous le dites, la majorité, vous avez la majorité au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, la loi aussi, non seulement la Constitution, mais il y a aussi la loi organique qui parlant relative à de rapporteurs spéciaux du Parlement, qui sont autorisés même quand ils ont la connaissance des choses qui ont trait à la fraude, à la corruption, aller porter plainte directement au niveau de la justice. Mais pourquoi n'avez-vous pas directement pensé utiliser ces leviers, notamment la motion de censure, quand il y a déjà des présomptions, et avec la conjoncture actuelle, utiliser ça au niveau de la majorité que de nous faire une déclaration? Bien, je pense qu'il faut que nous-mêmes nous soyons sérieux, parce que notre pays se veut un état de droit. Donc s'il y a des problèmes qui se posent, il faut savoir les aborder. Au niveau de la justice, il se pose non seulement des problèmes de flagrance, c'est-à-dire de faits vus, peut-être vécus et réalisés, mais il y a aussi le problème de procédure. Faut pas penser simplement que tout le monde est voleur, ce n'est pas bon. Et il ne faut pas aussi penser que, un parti politique, son travail, c'est couvrir, alors que nous parlons au peuple, nous adoptons des projets de société et nous disons au peuple que nous devons réaliser ces projets-là en leur faveur, et nous ne pouvons pas, paradoxalement, faire le jeu, je ne sais pas moi, de la souris, faire qu'on ne puisse pas atteindre. Non, il y a des problèmes. Je vous ai dit que aujourd'hui le problème, la lutte contre les antivaleurs se pose avec acquittance parce qu'il y a crise. Mais ça s'est toujours posé. Depuis longtemps, il y a des comportements déviants. Et le président, il est constant, il a toujours dit. Et nous avons toujours soutenu. Aujourd'hui, le problème se pose un peu autrement parce que nous devons sortir de la crise. Mais je vous ai dit que le problème est plus important que ce n'est pas simple, mais que la malgouvernance, que la mauvaise gouvernance, parce que c'est quelque chose qui nous est entré déjà. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour arrêter tout ça là et aller de l'avant. Le Parti congolais du travail est debout. Les partis de la majorité présidentielle viennent le prouver hier qu'ils sont debout. Maintenant, au niveau, par exemple, du Parlement, avant de procéder à une enquête parlementaire, il ne faut pas qu'il y ait des poursuites judiciaires. Or, aujourd'hui, il y a des interpellations. Donc, nous devons bien manager cela. Il y a des interpellations. Donc, ces interpellations, c'est parce que la justice est saisie. Et c'est ce que nous demandons. Mais que de poursuivre le processus jusqu'au bout. Donc, le peuple attend, il y aura les vérités. Aujourd'hui, vous parlez, le président, naturellement, a parlé du corps de la justice, parce que c'est un pouvoir. Il a parlé des parlementaires, donc du Parlement, parce que c'est un pouvoir. Mais n'oubliez pas que la presse aussi, c'est un quatrième pouvoir. Que les autres, aujourd'hui, les problèmes que nous avons en Europe, mais c'est lancé par la presse. Donc il y a la presse de poursuite qui fait des enquêtes et pour amener. Le vrai problème, c'est apporter les indices à la justice pour que la justice se saisisse. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on soupçonne que, comme je l'ai dit, Ndinga Makanda, il a mal géré et que subitement on l'arrête. Non, il y a les procédures, il y a tout, il y a des données, des informations au départ pour arriver. D'accord. Voilà pourquoi nous sommes constants, nous disons, nous avons commencé la campagne, le processus, nous devons poursuivre à
tous les niveaux. D'accord. Pour éradiquer le mal. Exactement. Vous nous donnez d'ailleurs là une bonne passe parce que vous parlez des indices, mais des indices, c'est pas ce qui manque dans ce pays. Exemple, quand on a parlé de la crève, par exemple, tout le monde sait, après le rapport de Lamine Nguele, qu'il y a eu près de 7 milliards de francs CFA qui seraient sortis du trésor public, mais jamais arrivés. Mais il y a également aussi la clameur publique, parce c'est aussi une question de confiance. Il y a la clameur publique, mais cela aussi n'est pas en dehors des oreilles de la majorité présidentielle. Mais pourquoi, rien qu'avec ces indices, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, des mesures conservatoires par exemple? Et moi, je mets cela... Ou des démissions, par exemple, quelqu'un démissionnerait parce que, bien que c'est pas encore prouvé, mais des indices qui montrent quand même qu'il y a corruption ou il y a détournement. Non. Je pense que la faute est à la verticalité de l'action politique dans notre pays. Tant que le chef ne décide pas, les autres ne suivent pas. Souvenez-vous qu'avant que les partis de la majorité puissent déclencher ce qu'ils ont déclenché, le président de la République a reçu le président du Sénat, comme tu l'as dit Sergio, et de l'Assemblée nationale. Et au cours de ces entretiens, on a parlé des antivaleurs. Et le président du Sénat et le président de l'Assemblée, qui se trouvent être les membres influents du PCT, ont fait quelque chose de relais. Donc, il y a eu le chef qui a parlé en haut et les autres ont suivi le mot d'ordre. C'est ça le mal de notre pays, la verticalité de l'action politique. Tant que le chef ne parlera pas, les autres ne peuvent pas suivre. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure que depuis 2009, et je suis d'accord avec M. Ndinga Makanda, qui a parlé de la constance de l'action du chef de l'État. Depuis 2009 et même avant, il a parlé des comportements déviants. En le 16 avril 2016, lorsqu'il a prêté serment, il a repris encore ce discours. Et le 30 décembre, il a parlé de cela. Et ce n'est que bien après. Et si vous remarquez même le procureur de la République. Ce n'est qu'après le discours du 30 décembre qu'on a commencé à voir des actions. Mais avant, qu'est-ce qui se passait? C'est parce qu'il n'y avait pas ce que je suis en train de... Ce que lorsque je parle de la verticalité de l'action publique, de l'action politique, il faut que tel que le Parti congolais du travail et donc les partis de la majorité présidentielle ont pensé faire, tant mieux. Il faut bien que le directeur central ici, le chef de service là-bas, le DG là-bas, il faut que tous puissent s'imprégner de la chose. Et j'ai comme l'impression que dans le discours public, il n'y a pas cet ADN de lutte contre les antivaleurs. Parce qu'avant, on n'en parlait pas. Avant, il n'y avait rien du tout. Et ce n'est qu'après le 30 décembre et que le chef d'État après que le chef d'État a reçu le chef de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qu'on a commencé à parler. Mais avant, à parler de ça. Bon, moi, quand je vois la façon dont vous abordez le sujet, ça me donne l'impression que vous avez la présomption de culpabilité sur les gens de la majorité présidentielle, dans le cas des fraudes et des détournements. Mais qui est à la majorité et qui n'est pas. Voilà pourquoi je dis ceci. Qu'il faut circonscrire la lutte contre la fraude dans une certaine continuité. C'est-à-dire, à partir de quand ça commence et jusqu'à où ça va s'arrêter. Parce que quand vous insistez sur la majorité, vous avez des gens aujourd'hui qui sont à l'opposition, mais qui ont été jusqu'à la veille du référendum à la majorité, et pour lesquels aussi les Congolais savent que les biens qu'ils ont pu amasser, que les richesses qu'ils ont pu détenir, ont quand même une origine tellement, ont quand même été tellement, ont obtenu un rythme tellement accéléré qu'on est en train de se demander, est-ce que s'il n'a pas été ministre, est-ce qu'il n'a pas été député de la majorité, est-ce que s'il n'a pas été DG à la majorité, il aurait pu avoir tout cela. Donc moi je crois qu'il s'agit des institutions chargées du contrôle de la gouvernance, les gendarmes de la bonne gouvernance, de faire sereinement le travail, d'éviter les règlements des comptes, d'éviter les suppositions, les préjugés de la société. Parce qu'aujourd'hui, je le dis toujours, si vous demandez à un citoyen ordinaire qui est le plus grand voleur du Congo, chacun donnera son voleur. Mais vous allez voir que 3 ou 4 donneront un nom. Donc moi je dis ceci, il faut de la méthode dans ce travail pour qu'on évite de passer
outre l'objectif principal. C'est pas la poursuite contre des individus, mais c'est la poursuite contre des comportements qui ont causé tort à la République. Alors, si vous vous retrouvez dans ces comportements, bien sûr, vous allez en pâtir. Mais j'avais aimé le PCT quand il y avait la grève des enseignants qui a failli paralyser le pays. Le PCT, j'étais reporter à l'époque, a convoqué une rencontre à la Congolaise et pour parler aux gestionnaires de ces départements. Je me rappelle à l'époque, c'était Mampouya Matson et Zoniaba Blaise. Et l'enseignement technique. Voilà. Donc c'était des initiatives qui montraient quand même un certain élan de sérieux dans le travail, un certain élan d'encadrement de la gestion. Et de contrôle. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est que chez nous, quand le politique se mêle trop dans un dossier, ça se transforme en slogan. Tout le monde va parler de la nouvelle espérance, tout le monde va parler du chemin d'avenir, tout le monde va parler de la marche vers le développement. Et après, avant c'était les anti-valeurs comme telles, après c'est devenu la rupture, aujourd'hui ça devient la criminalité économique. Donc il faut éviter qu'on atteigne ces stades. Voilà pourquoi il faut que les gendarmes de la bonne gouvernance fassent sereinement le travail. Exactement, les gendarmes de la bonne gouvernance, notamment, là on cite donc le Parlement, parce que la majorité n'a le sens que quand, et la majorité c'est présent donc en majorité au niveau du Parlement, c'est d'ailleurs le cas de cette majorité. Alors, est-ce que vous pensez que la majorité peut tenir le coup pour aller jusqu'au bout de cette logique? Non, j'y réponds par la négative. Je suis désolé de le dire parce que il y a un véritable problème au sein même de la majorité et surtout du parti dominant. Je l'ai dit tantôt, vous avez des gens qui disent qu'ils sont arrivés à tel poste du fait de leurs compétences, du fait de leur proximité avec X, Y, Z. Donc, ces gens même n'accordent pas du respect au parti. Le parti n'a pas une réelle emprise sur beaucoup de cadres qui sont au niveau de l'exécutif, un peu partout. Donc, moi, je pense, je le disais, je le redis, parce que la répétition, c'est la meilleure des choses, c'est qu'il faut tout simplement léguer ce pouvoir à la justice. C'est la justice dans un état de droit qui devrait se mêler de problèmes de prévarication et établir, n'est-ce pas, s'il y a des preuves, n'est-ce pas, les culpabilités. Bon, il me paraît tout à fait... Sinon, on est en train de créditer la thèse selon laquelle la justice elle-même, elle est influencée par le politique. Or, il faudrait qu'on parte du système de dépolitisation, il faut qu'on parte de la dépolitisation du judiciaire. Et pour que la justice fasse réellement son travail. Mais non, je pense, est-ce que la justice va à pas de lézard ou à pas de lombric? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de dossiers à voir. Dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas plausible de créer une cour spéciale criminelle contre les crimes économiques, comme ça se passe par exemple au Sénégal, comme ça se passe avec Ali Bongo au Gabon, et je pense au Cameroun. Donc il faut le faire, il faut qu'on aille très vite pour que, évidemment, à mon humble avis, la paix sociale en dépend également. Parce que le disait Dimi l'a dit tantôt, si on faisait un mini-sondage ou un micro-trottoir, vous demandez alors, dites-nous qui est le plus grand voleur. Enfin, les gens vont vous citer des noms. Moi, j'ai pas de preuves. C'est sur la base, n'est-ce pas, comme on dit, de la clameur publique. Merci beaucoup. Monsieur, oui, allez-y. Parce que j'ai l'impression que mon confrère à gauche fait beaucoup de procès au système comme tel. Et on ne peut pas vivre de la présomption de la culpabilité, comme notre collègue venait de le dire. Non. Si le parti, c'est le parti du gouvernement. Le parti du gouvernement doit utiliser tous les moyens qu'il a pour atteindre l'objectif précis escompté. Si aujourd'hui, nous avons lancé la campagne, nous savons qu'il y a la justice puisque nous interpellons. Mais il faut aussi les peuples. Parce que le vrai problème, c'est le problème de rassembler les indices. Les populations nous voient et les populations peuvent apporter. Si nous faisons du bruit, c'est pour que tout le monde soit sensibilisé et que l'objectif escompté soit tenu. Donc ici, il ne faut pas faire de procès aux uns ou aux autres, dire ceci. La justice elle-même doit se battre pour montrer son indépendance. Maintenant, si elle se fait, je ne sais pas moi, assujettir par tel ou tel autre pouvoir, ça, mais nous nous battons pour cela. Ce sont des Congolais comme nous.
ils doivent justement s'affirmer. Et je pense que ce qui se fait, c'est dans le droit fil. Ce qui se fait, il y a des interpellations et ils travaillent. Concret, le système qui est là sur place, mais c'est une organisation nationale normale. Vous voyez. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on aurait créé spécialement une cour sur les crimes économiques que bon, non, mais ce sont nos juges, les juges que nous avons avec leur qualité, leur capacité d'action et tout. Le travail doit se faire et il se fait déjà. Au niveau de l'Assemblée, on est en train de rassembler des indices. Parce que il y a la justice sur le terrain, le Parlement n'a pas le droit d'aller ouvrir un dossier dès lors qu'il y a déjà la justice. Donc, ouais, il faut tenir compte de tout ça. Je dis encore que nous sommes un État de droit. Nous n'allons pas sortir comme des brigands dans la rue et aller pourchasser des gens. Vous voyez, mais il s'agit des Congolais. Il y a un grand travail à faire d'éducation et de répression. D'accord, mais la question que moi je veux poser, tout en me basant sur la dernière section de votre déclaration, par exemple à la majorité, dans le cas où il y aura peut-être un nouveau gouvernement, est-ce que serez-vous prêt d'exiger que des personnes qui n'ont pas, disons, qui sont soupçonnées au niveau de la population, mais aussi des indices de corruption planent sur eux, ne figurent pas dans le nouveau gouvernement, par exemple? Est-ce que vous serez prêt? Je dis encore qu'à vous entendre parler, il y a déjà des gens qui sont inculpés. Vous voyez? Et si on procède comme ça, nous nous trompons. Voilà pourquoi s'il y a justement une affaire, si moi je suis interpellé et que je suis coupable, moi-même je demanderai à partir. Il faut que nous ayons aussi cette culture. J'ai entendu parler des citoyens qui font mal et qui ne démissionnent pas. Nous devons travailler pour que nous ayons cette culture-là. Vous voyez? Mais c'est un processus. C'est un processus. La chance nous est donnée. Battons-nous contre les antivaleurs, contre les comportements déviants pour assainir notre société à tous les niveaux. En tout cas, voilà, mais moi, vous n'avez pas répondu à ma question parce que... non, reposez la question. Mais la question, moi, je voudrais savoir, nous, cas par exemple du nouveau gouvernement, oui, est-ce qu'il y a des figures, parce que je vais vous donner des cas... Ceux qui seront indexés ne seront pas dans les structures. Vous le savez, il y en a qui sont indexés. Il y a quand même, moi je vais vous donner un exemple, un député lors d'une session parle qu'il y a eu de l'argent qui serait sorti pour la construction d'une route qui n'a jamais existé. Quand vous regardez, le député a été entendu. Voilà. Il y a des services, il y a la justice qui suit son cours. Et lorsqu'il sera démontré que justement l'argent était détenu par une tierce personne, cette personne. Mais juste pour question d'image, par exemple, est-ce que le parti peut être prêt à exiger que les personnes qui sont... Ne diabolisez pas le Parti congolais du travail. Je parle de la majorité. Hein. La majorité d'une manière générale. Nous ne sommes pas là pour tuer le Congo. Nous sommes là, au contraire, pour élever notre pays. Et nous sommes là pour cultiver les vertus et non les vices. Je voulais juste dire, est-ce que c'est pas un réveil brusque un peu aussi des partis de la majorité puisqu'on sait que le législateur congolais partant, en 2002, la Constitution de 2002 avait prévu la déclaration des biens avant la prise de chaque fonction. Permettez, M. Ndinga Makanda, et je sais que personne ne l'a fait, parce que justement, il fallait qu'il y ait une loi qui devait accompagner cette disposition constitutionnelle. La Constitution de 2015, le 25 octobre, a repris la même disposition, mais le Parti congolais du travail et les partis de la majorité n'ont rien fait pour faire aboutir cette disposition. Est-ce que par rapport à cela, le Congolais, la clameur publique, ne peut pas aussi soupçonner les partis de la majorité, comme le Parti congolais du travail, de ne pas vouloir de cette loi, parce que c'est constitutionnel. Allez-y. Oui, c'est vrai, c'est qu'il dit, mais nous avons tout le temps. La loi, c'est la loi. Mais ça participe. Non, pas 3 ans. Depuis le 20 janvier 2002. Je dis que la loi, c'est la loi. Le problème, c'est qu'une initiative soit prise, soit au niveau du Parlement. Alors là,
Il s'agit d'une proposition Et de loi. le PCT est majoritaire au Parlement. Donc le PCT initier une proposition de loi. Il y a un refus, justement. Le problème, c'est que vous êtes pressé. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu faire. Non, ça fait 16 ans aujourd'hui. Hein. Nous sommes en 2018. La disposition constitutionnelle est depuis le 20 janvier 2002. Si nous quand même. l'avons repris, si le peuple, le constituant l'a repris dans la constitution actuelle, c'est parce qu'on tient à une certaine moralité. Hein? Donc l'éthique du Congolais, ça sera fait. Ça sera fait. Ça sera fait. Pendant ce temps, les Congolais, eux, attendent toujours que ce que a dit le président, que la lutte contre les antivaleurs soit une réalité, alors réelle. On va terminer parce qu'on a déjà passé près d'une heure à parler de cette question. Mais on l'a évoqué dans divers j'allais dire, domaines, notamment politique, la justice et bien évidemment sur le plan de la morale, comme vient de le dire M. Arnaud Nzingamakanda. On va essayer de voir chacun une minute pour clôturer ces débats. Et je vais commencer à donner la parole à Giscard Marongou. Non, je dirais que c'est tout bénef pour le PCT et les partis de la majorité en termes de communication politique s'ils peuvent réussir ce qu'ils comptent faire. Mais parce que les antivaleurs dans notre pays, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est abyssal. Et tout au début de notre tribune, j'ai parlé de ce qui s'est passé au niveau bien évidemment des douanes. Et ça devait interpeller le Parti congolais du travail parce que je m'adresse à un membre du secrétariat permanent du Parti congolais du travail parce que le PCT est comptable de la gestion, je l'ai dit, dans notre pays. Et chaque action bonne ou mauvaise compte pour le Parti congolais du travail. Et lorsque le Parti congolais du travail ne réagit pas, et cela suppose que, peut-être que le Parti congolais du travail a peur de ce qu'il y a derrière cette situation floue, mais en tant que parti de gouvernement, et tel que ils ont fait avec les antivaleurs, il faudrait bien que toutes ces déviances soient dénoncer pour que cela n'arrive plus. N'arrive pas. D'accord. Ernest Djimi. Bon, moi je crois que il faut aller au-delà des déclarations d'intention. Il faut des grands signaux de la part de la majorité de manière globale. Mais rappelez également aux citoyens que la lutte contre les antivaleurs, ce n'est pas la poursuite seulement des DG des ministres. Hein. Il y a des citoyens qui savent qu'ils ne méritaient pas les 3 millions du 4 mars. Mais on va ouvrir les enquêtes pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, peu importe le degré, la Bible nous dit un voleur, c'est un voleur. Que tu voles une aiguille, que tu voles un mouton, que tu voles un bœuf, tu es un voleur. Ce qui compte, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une guerre contre les individus, c'est une guerre contre les comportements. Alors, donc ça doit être un combat qui doit se mener avec une certaine méthode et chacun à quelque degré de société qu'il soit doit se sentir interpellé, que ce soit celui qui a pris 1000 francs, qui a pris les 3 millions du 4 mars indûment, qui a perçu indûment l'argent de l'État pour une expropriation alors qu'il n'avait pas le droit. Ils savent, chacun doit savoir, eux le ministre qui a détourné les chapitres d'autrui, qu'ils savent que chacun à son niveau devra être poursuivi. Et je dis aussi que les institutions de contrôle de l'action public, de la gouvernance, doivent... Il y en a combien? Vous avez toujours l'habitude de les citer. Il y en a 16 au total, si vous comptez, il y en a 16 au total, mais doivent s'investir pleinement, parce que j'ai l'impression que même au niveau de la commission anticorruption, l'Amir Guélé s'est arrêté. On attend d'autres rapports pour que le procureur de la République s'en saisisse, pour que la DST interpelle les gens, pour que, voilà, et enfin, ça sera l'assainissement du pays, parce qu'on se rend compte qu'avec la petite pression qui est en train d'être mise, il y a quand même un semblant d'accalmie, un semblant un peu de sérieux dans l'administration. Et j'ai toujours dit qu'on a l'impression que la peur est en train de changer de camp. Voilà. Vous avez cette impression-là que la peur a changé de camp? Ou change de camp? Bon, c'est vrai qu'on sent petitement que le sérieux s'installe. Mais bon, encore faudrait-il que certaines personnes qui sont, pour l'instant, bénéficiant certes de la présomption d'innocence, mais qui sont quand même certainement coupables de prévarication, on attend que la justice fasse son travail. Je ne suis pas exégète en matière de stratégie politique,
Personnellement, bon, je ne sais pas si c'était moi, je pense que la déclaration des partis de la majorité peut donner l'impression que si demain la justice venait à donner un coup d'accélérateur à des dossiers de prévarication auxquels on fait allusion, ce serait tout simplement comme si alors elle attendait le blanc-seing des partis dits dominants, enfin du parti dominant de la majorité présidentielle, auquel cas ça pourrait faire créditer la thèse selon laquelle il y a une politisation du judiciaire. Alors peut-être qu'il n'en est rien. Donc c'est pour moi, parce que j'estime que dans un État qui est tout à fait normal, il faut laisser la justice faire son travail. On n'a pas besoin trop de déclarations politiques, surtout que au niveau de l'hémicycle ou au niveau même de la discipline interne, dans le cadre de la gestion du parti, on peut faire, n'est-ce pas, remonter des bretelles à certains camarades pour plusieurs raisons. Donc moi j'estime que, puisque nous sommes dans un État de droit, il faut laisser la justice faire son travail. Et qu'il y ait moins de tapage politique, médiatique et consorts, que la justice, place à la justice maintenant, et place maintenant aux audits qui ont été recommandés par le Fonds monétaire international, notamment l'audit sur le secteur pétrolier et l'audit de la dette. Alors, M. Ndingamakanda, vous aurez l'honneur de boucler cette émission. Nous devons être optimistes et penser, croire même à l'avenir. Nous devons codifier cette lutte que nous menons. Ça ne peut pas être l'affaire seulement des juges, des magistrats. Ça doit être l'affaire de la société. Nous avons dit que le mal est grand, c'est une gangrène. Notre société est gravement atteinte. Il faut éradiquer ce mal. Voilà pourquoi il faut codifier et mener une lutte de tous azimuts. Ça ne s'arrête pas seulement à la répression judiciaire. Il faut aller à l'école, il faut aller dans les associations, il faut aller à l'église. Il s'agit de transformer l'homme congolais, de faire que nous ayons un homme nouveau qui ait le respect de la chose publique. Le mal est grand, le Parti congolais du travail est debout. Nous voulons que toute la population soit debout, justement pour apporter des indices et donc créer un sentiment, un cadre au niveau de notre pays, de sorte que nous puissions assainir notre pays dans sa gestion globale. Il n'y a pas que l'État, celui qui a l'affaire de l'État, la chose publique, mais c'est tout le monde. Parce que si le mal est ici, on enlève celui-ci, on vient placer l'autre, mais il continue le même mal. Et c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi le PCT, les partis de la majorité présidentielle sont responsables de la gestion. Ils prennent toutes leurs responsabilités et disent qu'il faut mener une lutte pour éradiquer tout le mal qu'il y a. Voilà, donc c'est à travers ce mot que nous allons mettre un terme à ces numéros de Presse Tribune. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs. On parlait de la lutte contre les antivaleurs au Congo-Brazzaville, un mot d'ordre du président de la République, soutenu par la majorité présidentielle qui s'élance dans une campagne pour mobiliser toute la classe congolaise pour aller vers cet ultime objectif. Et sur ce plateau, l'honneur était encore pour nous de recevoir M. Arnaud Ndingamakanda. Il est secrétaire permanent du Parti congolais du travail et puis député et par conséquent membre donc de la majorité présidentielle. Et merci également donc à vous d'être passé. C'est moi plutôt qui vous remercie. D'accord. Merci aussi à Alphonse Ndongo, journaliste. Il était là également pour toujours apporter ses analyses assez fines et ça nous fait toujours plaisir de le recevoir. Merci à vous, Alphonse Ndongo. Merci à Ernest Dimi, le chroniqueur politique chez les Patriotes. Merci également à Jusqu'à Maungu de DRTV. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous pouvez donc continuer à réagir, à donner vos commentaires à travers nos adresses de réseaux sociaux, mais aussi nous faire parvenir des idées à travers donc ce numéro qui s'affiche par message SMS. Ça nous fera énormément plaisir. Quant à nous, on vous donne rendez-vous le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.